Le football est un sport vivant, avant tout vecteur d'émotions, allant parfois jusqu'à la frénésie ou l'allégresse. Il suffit de voir certaines tribunes après un but pour comprendre que le football transcende ceux qui le vivent pleinement. Si l'euphorie de la gagne s'exprime à son paroxysme lors d'une finale de Ligue des Champions ou lors d'une finale de Coupe du Monde, souvent, c'est simplement le fait de battre un adversaire précis qui fait exploser les supporters de joie, car le football rime avec rivalité. Derby, classico, classique, super classico, tant d'appellations pour évoquer les plus grands matchs de clubs. Barça Real, AS Roma Lazio, River Plate Boca. Ces rendez-vous sont tellement suivis et médiatisés qu'on a tendance à oublier qu'il existe des rivalités au-delà des clubs, au-delà des derbys. On parle alors du plus grand échelon possible, celui qui tient en haleine tout un pays, celui des sélections nationales. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On lance aujourd'hui notre série sur les rivalités entre les sélections nationales, série qui me tient beaucoup à cœur et qui, j'espère, va vous intéresser. Les rivalités entre les sélections nationales, c'est un vaste domaine et elles se déclinent sous deux aspects. On a d'abord la rivalité purement sportive et d'autre part la rivalité politico-historique. On va voir même que dans certains exemples, les deux rivalités peuvent se combiner. La rivalité purement sportive, c'est une rivalité qui est uniquement liée par le football, par le sport, alors que la rivalité politico-historique, c'est celle qui est créée par l'histoire avec un grand H. En gros, c'est celle qui n'est pas née du football, mais qui est accentuée par celui-ci. Le football explique les tensions entre deux pays. Si vous n'avez pas encore très bien compris, vous allez voir qu'avec les trois exemples qu'on va voir, ce sera beaucoup plus clair. En tout cas, j'espère que cette vidéo et cette série vous plairont. Merci beaucoup pour le soutien et on passe tout de suite à la première rivalité. Serbie-Albanie, Albanie-Serbie, c'est peut-être à l'heure actuelle l'une des plus chaudes rivalités d'Europe. Sur la carte, les deux pays se situent dans les Balkans, une des zones politiquement les plus instables du continent européen. Entre ces deux pays, les différences sont complètement historiques. Leur rivalité naît d'abord de la différence ethnique entre leurs peuples. Les Serbes sont majoritairement des chrétiens orthodoxes, les Albanais majoritairement musulmans. Le cœur des tensions entre l'Albanie et la Serbie tient en un mot, le Kosovo. Le Kosovo est un territoire enclavé au milieu des Balkans. Sur la carte, à la fin des années 1990, le Kosovo est alors rattaché à la Serbie comme étant une province serbe. Ce qui est important de savoir, c'est que la majorité des Kosovars sont d'origine albanaise parce que la province du Kosovo regroupait alors les Albanais qui vivaient dans ce qu'on a appelé la République fédérale de Yougoslavie. La République fédérale de Yougoslavie, c'est un État qui n'existe plus et qui était composé à la fin des années 90 du Monténégro et de la Serbie, et donc par conséquent du Kosovo. Voir le Kosovo indépendant pour les Albanais, c'est une forme d'émancipation et de victoire. Cependant, pour les Serbes, le Kosovo est depuis des siècles le berceau de la Serbie et doit rester serbe car c'est une région du pays. À la fin des années 90, on peut donc dire que le Kosovo et la Serbie sont dans une forme de concurrence territoriale. L'Albanie veut voir le Kosovo indépendant, tandis que la Serbie veut le garder dans son état. En 1998, ce qui devait arriver arriva, une guerre de libération éclate. La guerre dure un peu plus d'un an, mais n'aboutit pas à une indépendance officielle du Kosovo. Elle s'achève en 1999 et fait environ 13 500 morts. Le Kosovo attendra finalement 2008 avant d'officialiser son indépendance. Voilà un bref rappel historique. Les Albanais sont en réalité les frères de sang du Kosovo. Avec lui, elle a toujours joué le rôle du grand frère protecteur. Pour en revenir au football, Serbie-Albanie a donc tout d'un match fortement politique. Une de leurs dernières retrouvailles a d'ailleurs viré au cauchemar. En octobre 2014, à Belgrade, en Serbie, on joue un match de qualification pour l'Euro 2016 en France. Très vite, les esprits se tendent, la tension monte. Soudain, un drone survole la pelouse et arbore un drapeau de la Grande Albanie, représentatif du soulèvement et de l'unification albanaise dans tous les pays du Balkan, au Kosovo, au Monténégro ou en Macédoine. Ce geste est vu par les Serbes comme une immense provocation. Une bagarre éclate entre les joueurs, notamment parce qu'un défenseur serbe arrache le drapeau. De nombreux hooligans serbes prennent part à l'affrontement afin d'en découdre avec les joueurs albanais. Le match est interrompu et l'UEFA finit par sanctionner les deux nations, défaite sur tapis vert de l'Albanie, mais 3 points de pénalité pour la Serbie, statu quo. Plus récemment,
Serbie-Albanie s'est joué indirectement. Au Mondial russe 2018, la Serbie joue la Suisse en phase de poule. La Nati a toujours compté dans son effectif une diaspora albano-kosovare avec Zemaili, Berami, Shaqiri ou encore Chaka, dont les familles ont fui cette fameuse guerre du Kosovo. Le match revêt ainsi d'une dimension fortement symbolique, il en sera d'autant plus politique. Contre la Serbie, ce sont Chaka et Shaqiri, les deux descendants albano-kosovars qui battent les Serbes en marquant à la 52e et à la 90e minute de jeu. Leur célébration fait polémique. D'un geste de leurs deux mains, en joignant leurs pouces, ils imitent le double aigle noir du drapeau albanais, un geste fortement identitaire. La Suisse s'impose grâce à ses Kosovars. Des scènes de liesse sont filmées sur les réseaux sociaux, en Albanie ou à Pristina, la capitale du Kosovo, alors que les deux pays ne sont même pas qualifiés pour le mondial. C'est dire l'immense rivalité. Le lendemain, le tollé est énorme en Serbie, qui dénonce un geste politique nationaliste honteux. La Serbie requiert une enquête contre les joueurs suisses et le sélectionneur serbe demande même à ce que l'arbitre de la rencontre soit jugé à La Haye, où se trouve la Cour de justice internationale. La polémique prend fin après que la FIFA applique une sanction disciplinaire au buteur. La bataille Serbie-Albanie au football échappe totalement à l'esprit que prône l'UEFA, c'est-à-dire qu'un match ne doit pas être politique. Leur prochaine confrontation risque d'être une nouvelle fois brûlante. Le Super Classico Brésil-Argentine, c'est une rivalité qui vous parle très probablement. Elle est connue pour ses raisons sportives, d'abord parce que Brésil et Argentine sont des équipes titrées, 7 Coupes du Monde à eux deux, 5 pour Brésil, 2 pour l'Argentine, mais c'est surtout 23 Copa América, 14 pour l'Argentine, 9 pour le Brésil, la dernière décrochée en 2019. Logiquement, deux sélections voisines si proches au niveau des titres ne peuvent qu'entretenir qu'une rivalité. Rajoutez à cela les joueurs de légende qui garnissaient l'effectif. On peut penser à Maradona, Riquelme, Hernan Crespo ou Messi pour l'Argentine, Kaká, Neymar, Pelé ou Ronaldinho pour le Brésil. Le tout ne peut être qu'un cocktail incroyable. Contrairement à ce qu'on a vu avant, Brésil-Argentine est une rivalité qui est surtout liée au football. Même s'il y a déjà eu quelques conflits lointains entre les deux pays, aujourd'hui et depuis de longues décennies, leurs relations sont très cordiales. On peut supposer ainsi que le fait d'avoir des pays si proches au niveau de leurs titres et au niveau de leur jeu crée justement une rivalité. À l'heure actuelle de la vidéo, sur les 107 Brésil-Argentine de l'histoire, il y a eu 25 nuls, 40 victoires argentines, 42 victoires brésiliennes. C'est tellement serré qu'on se rend un peu mieux compte de la proximité footballistique entre les deux pays. La confrontation footballistique entre les deux pays a été également mise en place par les dirigeants des deux pays. De 1914 à 1971, s'est jouée la Coupe Roca, initiative du président argentin de l'époque. Cette compétition n'opposait que l'Argentine et le Brésil. Jouer une compétition à deux, forcément ça ne fait que développer une rivalité séculaire et mythique. Le premier affrontement date de 1914 et depuis, les deux nations se sont jouées dans toutes les compétitions. Matchs amicaux, Copa América, qualification pour le mondial, Coupe Roca, on vient de le voir, et bien sûr, Coupe du Monde. Cependant, en Coupe du Monde, les deux pays se sont peu croisés, seulement à 4 reprises, en 1974, 78, 1982 et enfin la dernière en 1990 en Italie. On se souvient plus récemment qu'en 2014, les deux nations étaient demi-finalistes du mondial qui se jouait au Brésil. Les supporters des deux nations espéraient d'ailleurs un super classico Brésil-Argentine en finale. Ça aurait été historique à ce stade de la compétition entre ces deux monstres. Mais cet été-là, il y avait plus fort tout simplement l'Allemagne qui, après avoir marché sur le Brésil en demi lors du fameux 7-1, avait battu l'Argentine en finale pour s'adjuger sa 4e étoile. En bref, pour conclure, Brésil-Argentine est une rivalité globalement sportive qui fait partie du patrimoine du football. J'en ai pour ma part jamais vécu en Coupe du Monde. Voir deux monstres du football en phase finale de Coupe du Monde, c'est ce que tout fan de football attend. La prochaine Coupe du Monde a lieu dans 2 ans, nous verrons bien. Algérie-Maroc est l'un des matchs les plus attendus sur le continent africain. D'abord parce que la passion maghrébine est elle aussi indescriptible. On se souvient en 2019 des scènes de liesse à Alger après la victoire de la CAN ou en 2018 au Maroc après la qualification
pour le mondial en Russie. Pour les deux pays, ces deux pays voisins, le football rime avec ferveur, passion, mais surtout identité. Et cette identité très revendiquée, elle met en place une certaine rivalité. Celle-ci est d'abord historio-géographique. Il y a eu des conflits territoriaux en 1963 avec la guerre des Sables, liés à la frontière des deux pays, mais aussi politiques, puisque les deux pays voisins tentent de développer leur sphère d'influence sur le Maghreb. En gros, chaque pays entend être un peu plus puissant que son voisin. La rivalité Algérie-Maroc est une sorte de mélange entre une histoire passée un peu turbulente, sociale avec des peuples voisins, et sportive avec des équipes qui, sur ces dernières années, montent en puissance avec des joueurs talentueux. On peut penser à Mahrez, Attal ou Benasser d'un côté, Ziyech, Hakimi ou En-Nesyri de l'autre. Ce sont aussi des équipes titrées de la CAN, 2 victoires pour l'Algérie, une pour le Maroc, c'était en 1976. Les affrontements Maroc-Algérie sont là aussi très équilibrés et souvent incertains. Sur les 16 matchs officiels à l'heure actuelle disputés entre le Maroc et l'Algérie, hors amicaux, c'est 2 nuls, 7 victoires marocaines, 7 victoires algériennes. Là encore, une telle proximité dans les titres ou dans le nombre de victoires, ça cristallise une rivalité. Pourtant, la rivalité se mue parfois en une forme de solidarité. Je remercie un supporter algérien qui m'a confirmé que bon nombre de Marocains avaient soutenu en finale de la CAN 2019 contre le Sénégal les Algériens, comme quoi il peut exister une solidarité maghrébine, une fraternité maghrébine entre le Maroc et l'Algérie. C'est pas étonnant au vu de l'immensité du continent africain et de ses différences. 3 continents, 3 rivalités. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode consacré aux rivalités entre les sélections nationales. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien louper. Ça me fait super plaisir et c'est tellement important pour moi. J'en profite pour vous teaser que l'épisode 2 est déjà en préparation. J'ai aussi un compte Instagram, donc si vous avez envie de venir me suivre, vous pouvez. C'est un compte sur lequel on parle de foot de façon un peu plus spontanée, on parle davantage de l'actualité sportive et des coupes d'Europe, donc n'hésitez pas. Et puis en attendant de nous retrouver sur YouTube, je vous mets quelques liens en description sur les rivalités du jour, donc si vous voulez approfondir ou apprendre de nouvelles choses sur ces rivalités. C'est l'heure du mot de la fin, on se revoit très vite sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous tous. Ciao.